C'est toujours un plaisir, très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, de vous retrouver dans votre émission Histoire du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante, assez inspirante et tout simplement très riche avec bien sûr notre invité, le professeur Ndiogou Babou. Alors, cette thématique, mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs, c'est tout simplement les causes et formes de la décolonisation. Pour en parler, j'ai sur ce plateau le professeur Ndiogou Babou, qui a eu à faire ses études au Sénégal. Il est passé par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, son amour pour l'éducation l'a poussé à aller à la FASTEF, ex-école normale, où il a eu son certificat d'aptitude à l'enseignement moyen en histoire et en géographie. Donc, c'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Un monsieur que je connais particulièrement, qui est très apprécié par ses élèves. Et oui, monsieur Babou, professeur, bienvenue sur ce plateau de l'histoire du Sénégal. Bonjour, monsieur Mbalo. Bonjour également à tous les téléspectateurs de la première télé éducative du Sénégal et de l'Afrique, bien sûr. C'est un honneur vraiment d'être sur ce plateau, surtout de le partager avec vous particulièrement, vous qui êtes également un ancien du SEM Diamaguène. Et nous partageons également la même commune, à savoir la commune de Diamaguène-Sicap Mbao. C'est toujours un plaisir et un honneur de parler de l'éducation, surtout de l'histoire qui touche particulièrement le Sénégal et l'Afrique de manière générale. Le SEM Diamaguène qui a bercé mon enfance, là où tout a commencé avec moi, j'étais terrible, j'étais très terrible, et je profite pour faire un coucou à Monsieur Diallo, qui a été un mentor, qui m'a vraiment beaucoup aidé, conseillé et orienté. Voilà, donc un coup à Monsieur Diallo, à l'ensemble du personnel du SEM Diamaguène-Sicap Mbao. Un plaisir de recevoir un professeur de ce SEM où j'ai eu à apprendre énormément de choses, voilà, et à faire beaucoup de bêtises. Alors, professeur, aujourd'hui, on va parler d'une cause, une forme de décolonisation. Une thématique assez intéressante, une thématique qui intéresse surtout les élèves, mais aussi tous les citoyens quand même du Sénégal et de l'Afrique. Alors, avant tout, à l'ensemble de mes propos, j'aimerais d'abord, la question qui me taraude l'esprit, c'est peut-être une question qui intéresse l'élève qui est peut-être en train de nous suivre, c'est d'abord la définition de la décolonisation. C'est quoi la décolonisation? Bon, la décolonisation, c'est un terme qui peut avoir une définition vague. Donc, nous allons essayer de cerner parmi les nombreuses définitions qu'on peut donner sur la décolonisation. On peut dire que c'est un processus des anciennes colonies vers l'indépendance. Donc, c'est une lutte initiée par les anciennes colonies qui se situaient principalement en Afrique et en Asie, donc pour l'autodétermination. Donc, vous savez que au 19e siècle, l'Afrique et l'Asie particulièrement ont été envahis par les puissances colonisatrices de l'Europe. Donc cela est dû à l'industrialisation de l'Europe au 19e siècle. Donc au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. Donc l'Europe industrialisée a un besoin vorace de matières premières et de débouchés. Donc les zones cibles étaient principalement l'Afrique et l'Asie. Donc, avant de venir, bien sûr, les Européens avaient envoyé en Afrique des éclaireurs. Donc, parmi ces éclaireurs, il y a les missionnaires et les explorateurs. Donc, c'est eux surtout qui vont baliser la route à la colonisation. Donc, c'est une leçon à part entière dans le programme. Donc, on va essayer de manière vague de dire qu'il y a plusieurs formes de missions. Donc, des missions principalement catholiques et des missions principalement protestantes qui vont venir en Afrique avec comme prétexte la civilisation. Alors que
nous savons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc berceau de la civilisation. Voilà. Donc, pour en savoir davantage, donc nous orientons les élèves vers Nation Nègre et Culture. Oui, Donc, un chef-d'œuvre, professeur Cheikh Anta Diop. Donc, vraiment, l'a très bien tu veux illustré. vraiment connaître l'histoire de l'Afrique, le berceau de la civilisation de l'Afrique, le berceau de la civilisation mondiale, va voir Nation Nègre et Culture, ou bien antériorité même des civilisations noires. Donc, il y a beaucoup de choses que le professeur Diop développe là-bas et qui est convaincant. Donc, voilà, pertinent également, convaincant, riche, qui enseigne l'étudiant et l'élève qui s'intéresse à l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est des chefs-d'œuvre qui vous poussent à vous décomplexer davantage. Effectivement, parce qu'avec Nation Nègre et Culture, on voit clairement que l'Égypte, c'est la première cité de l'écriture, de l'architecture, de la civilisation, de la médecine, de la médecine. Voilà. Très bien illustré, très riche avec le professeur Cheikh Anta Diop. Un livre d'ailleurs, oui, que je conseille à mes confrères, à mes amis, à tous ceux qui veulent, comme vous l'avez si bien dit, avoir plus d'informations pour se décomplexer, mais aussi pour bien maîtriser leur histoire. Donc dire que les missionnaires étaient venus pour un but civilisateur, donc c'était tout simplement un prétexte pour vraiment éclairer davantage sur l'Afrique. Donc ceci après, il y aura bien sûr les explorateurs qui vont donner davantage d'informations sur l'Afrique, et bien sûr après, l'Afrique sera envahie par les puissances européennes, principalement la France et l'Angleterre, qui vont se tailler ce qu'on appelle la part du lion. Donc c'est eux qui vont contrôler, voilà, davantage. Voilà, mais il y en a d'autres. Au début, il y en avait l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, mais vers la fin, c'est surtout l'Angleterre et la France qui vont contrôler plus de colonies, même s'il y a à côté également, il y aura le Portugal, bien sûr, et la Belgique. Tout ça, c'est vers le 20e siècle. Non, 19e siècle. 19e siècle. Donc, c'est l'industrialisation surtout qui a poussé l'Europe à envahir l'Asie et l'Afrique. Donc, c'est pour cela que plus tard, 100 ans après, donc 150 ans à peine, les Africains vont se réveiller pour vraiment entamer des luttes de décolonisation. Donc, il y avait la colonisation, donc l'antonyme de colonisation, décolonisation cette fois-ci. Et ça, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Mouvement de décolonisation. De lutte, mouvement de lutte des anciennes colonies vers l'autodétermination. Même si auparavant, il y a eu les résistances. Donc, justement, on va y revenir. Quels étaient les objectifs de ces mouvements-là, les mouvements de décolonisation? Voilà, donc c'est une question qui est très importante. Donc, vous savez que quand vous êtes sous occupation, vraiment, c'est quelque chose qui est très désagréable. Donc, les Africains, surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vont se rendre compte qu'ils sont en train d'être surexploités. Surtout qu'il y a maintenant les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Les premiers intellectuels africains, formés bien sûr dans l'école occidentale, qui sont les précurseurs donc, de ce mouvement. Donc, il y a également le retour des anciens, des tirailleurs africains qui ont participé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Ces tirailleurs également seront des précurseurs de la lutte de décolonisation. Donc, autre chose également, c'est l'exploitation économique des colonies. À un certain moment, les Africains se sont levés pour dire que vraiment, il faut que ça cesse. Nous voulons nous-mêmes contrôler nos propres ressources. Donc, l'Europe, ses objectifs, c'était vraiment de prendre tout ce qui est matière première, au lieu de le transformer sur le continent, donc de l'amener directement dans les métropoles. C'est comme ça qu'on les appelait les pays colonisateurs. Donc c'est de là qu'ils vont transformer ces matières premières pour ensuite les faire revenir pour nous les revendre encore. Voilà, donc tous ces produits-là passaient bien sûr au niveau des ports. Donc vous voyez le port de Dakar qui est là. Donc c'est pas par hasard qu'il existe depuis le 19e siècle, bien sûr. Et il y avait même une ligne ferroviaire qui quittait Dakar pour aller jusqu'au Niger. Donc tout ça, c'était pour vraiment ramasser tout ce qui est matière première pour pouvoir
l'amener dans les métropoles, les transformer et les faire revenir encore. Donc tout cela a poussé vraiment aux Africains de prendre conscience de leur situation, d'occuper, donc d'exploiter sur le plan économique, sur le plan culturel également. La colonisation également était accompagnée d'une acculturation, c'est-à-dire on vous pousse à vous complexer. Vous devez parler le français, vous devez arrêter tout ce qui est culture africaine. Voilà, l'école française est là vraiment pour également coloniser les mentalités surtout. Donc vraiment, l'école a joué un rôle important dans la colonisation de l'Europe à l'Afrique, parce que pour l'Europe, il fallait d'abord faire comprendre aux Africains que votre civilisation est une civilisation très en retard. Donc il faut se tourner de civilisation. Donc, comme certains auteurs européens qui disaient que l'Afrique est un continent ahistorique. Donc ahistorique, c'est un continent sans histoire. Donc tout cela fait que les Africains se sont levés vraiment au 19e siècle pour l'autodétermination, donc pour obtenir leurs indépendances. Donc il y a des causes internes, mais aussi il y a des causes qui sont externes. Donc par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une organisation qui est créée, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc l'ONU également est pour l'autodétermination des peuples. L'ONU encourage la décolonisation. Donc il pousse aux pays colonisés à réclamer recherche de l'indépendance, de liberté, etc. Et l'ONU les soutient dans cette quête d'indépendance. Il y a également le rôle non négligeable des deux puissances de l'époque, à savoir les États-Unis et l'URSS également, qui soutiennent les mouvements de décolonisation. Donc tout ça, c'est des causes qui poussent les Africains vraiment à vouloir se libérer de cette domination coloniale. Effectivement. En tout cas, c'est très bien illustré, parce que comme vous l'avez si bien dit, le premier problème, c'était d'abord de convaincre les Africains, de leur faire comprendre ou leur faire croire que l'Afrique est un continent sans culture, sans histoire, et nous, on est là pour vous aider, pour vous donner la civilisation. Donc, pour être civilisé, il faut faire ça et ça et ça. Alors que, comme on le dit dans le livre Sénégal au cœur, le processus de développement de l'Afrique a été, bien sûr, interrompu par cette colonisation-là. Parce que bien avant même, parce que par d'abord l'esclavage d'abord, qui a beaucoup impacté le continent africain. Parce qu'avant l'esclavage, l'Afrique avait des royaumes, des empires très bien structurés. Le Ghana en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Songhai. Donc tout ça, c'est des royaumes et des empires qui étaient très bien organisés. Mais avec le contact de l'Europe, tous ces royaumes vont se déstructurer. Donc ils vont connaître un frein donc, de leur développement. Et l'esclavage, la traite, va beaucoup impacter le processus d'avancement et de développement du continent africain. Et la colonisation va être un autre frein pour ce développement. Donc, voilà. C'est exactement ce qui se dit souvent. C'est pourquoi je dis à beaucoup de jeunes, on les fait croire que nos ancêtres étaient là pour échanger avec des pacotis, excusez-moi du terme, qu'ils n'étaient pas intelligents entre autres. Or, loin s'en faut, c'était vraiment pas le cas, puisque ces derniers étaient très organisés, et même, je l'avais dit, je pense, dans l'une des émissions de l'histoire du Sénégal, aujourd'hui, le premier texte français, le grand texte français des droits de l'homme a été fait en Afrique en 1222 avec la révolution Mandé. Et il y avait les mouvements de décolonisation qui ont combattu l'esclavage, comme Thierno Souleymane Baal en 1776. Oui, la révolution Torodo. Donc ça, c'est des informations qu'il faut donner aux jeunes, aux Sénégalais, aux Africains, pour leur faire comprendre en fait qu'on avait des ancêtres très courageux, très éthiques, avec beaucoup de valeurs et de principes. Aller à la recherche de l'histoire, tout simplement, et de ne pas se limiter à ce qu'on nous donne. Voir qui l'a écrit, qui le dit, comment ça se passe. Il y a même une nécessité de décoloniser l'éducation au Sénégal et en Afrique. Ça également, c'est une nécessité. Donc, revoir
les écrits sur l'Afrique faits par d'autres écrivains. Donc, on a tendance à lire des écrivains français, anglais, etc. Mais ce qu'ils disent sur l'Afrique, vraiment, ce n'est pas la réalité. Donc, certains des auteurs n'étaient même jamais venus en Afrique. Donc, voilà. En Wolof, on dit voilà, donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a certains des auteurs qui n'ont jamais été en Afrique. Donc, ils avaient tendance à peindre l'Afrique sous un tableau très sombre. Donc, c'est ça, on ne peut pas juger le goût d'un plat sans y avoir goûté. C'est ça. Hein? Donc c'est ça. En tout cas, l'échange est très riche. Et là, nous voyons que nous avons compris comment est né ces mouvements de décolonisation. Et si nous parlons des principales causes de la décolonisation aujourd'hui, quelles sont les principales causes? Vous avez déjà commencé même à éclairer sur cette question, mais peut-être y aller beaucoup plus en profondeur, les principales causes de la décolonisation. Donc, j'avais dit tantôt qu'il y a des causes internes et des causes externes. Donc, les causes internes, c'est souvent les causes qui se sont déroulées à l'intérieur des colonies africaines et asiatiques. Donc, ces causes sont principalement économiques. Donc, vouloir contrôler les ressources eux-mêmes, les Africains, n'est-ce pas? Donc, faire arrêter cette acculturation de l'Europe sur le continent africain. Donc, retourner vraiment, avoir une identité propre à l'Afrique. Donc, il y a également le rôle des intellectuels qui ont beaucoup écrit pour dénoncer vraiment la colonisation. Donc, beaucoup d'auteurs, des auteurs africains. Donc, les étudiants également, les mouvements d'étudiants, les tirailleurs africains également. Tout cela, c'est des causes qui ont vraiment participé à cette lutte pour l'autodétermination en Afrique. Donc, sur le plan externe, on a dit tout à l'heure que le rôle de l'ONU a été également très déterminant parce que c'est une organisation internationale. Donc, parmi ses objectifs, il y a maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, il y a la tribune de l'ONU où vraiment tous les États se réunissent pour vraiment prendre la parole et parler. Donc, c'était également un lieu de dénonciation du colonialisme. Donc, également le rôle de l'URSS, donc Union des républiques soviétiques et socialistes, et également le rôle des États-Unis, qui également ont beaucoup soutenu ces mouvements d'indépendance. Alors, je pense que pour vous qui êtes en train de nous suivre, surtout, j'insiste souvent parce que ça peut beaucoup aider, particulièrement les étudiants, les élèves, parce que souvent on peut traiter des thématiques qui seront très bénéfiques pour vous. Dernièrement, on a vu que au baccalauréat, c'était une des thématiques qui ont été traitées ici dans cette émission, que les élèves ont eu le plaisir d'avoir au baccalauréat. Donc, c'est toujours intéressant. C'est une télé 100% éducative. Donc, si vous voulez des informations de qualité par rapport à la formation, par rapport à l'éducation, eh bien, n'hésitez pas. La première télé éducative de l'Afrique au Sénégal est là pour vous. Alors, professeur, les influences culturelles et intellectuelles, vous avez parlé de l'influence intellectuelle, peut-être l'influence culturelle aussi, parce que le cinéma, je pense que a participé, a contribué, et d'autres aspects dans la culture. C'est surtout des livres. Donc, à l'époque, c'était surtout des écrits. Donc, parmi ces écrits, vraiment, il y a de grands auteurs africains, René Maran, par exemple. Oui, René. Voilà. Donc, un des premiers romans vraiment fait par un Africain, donc Batouala. Donc, qui a vraiment été un des précurseurs de la dénonciation du colonialisme. Donc, par la suite, il y aura voilà, donc ça, donc voilà, le vieux nègre et la médaille. Quand on lit le livre, après on a envie juste d'aller se battre, quoi. Parce que le vieux, comment on l'a traité dans vraiment, le livre, c'était, voilà. Le vieux nègre et la médaille. Donc tout ça, c'est surtout la littérature qui a
vraiment sur le plan culturel, beaucoup contribué dans cette lutte. Donc, parce qu'à l'époque, le cinéma africain n'était pas vraiment développé comme il est aujourd'hui. Mais c'est surtout la littérature africaine. Donc, c'est surtout la littérature africaine, mais également les étudiants africains qui étaient également à l'époque en Europe, en France, dans les campus. Il y avait souvent des conférences, vraiment des débats sur comment participer à la fin de cette colonisation. Donc, sur le plan culturel, c'est surtout la littérature et les mouvements estudiantins qui ont vraiment beaucoup contribué à cette lutte. Donc, sur le plan vraiment culturel. Voilà. D'accord. Ces mouvements-là ont beaucoup contribué et après, par la suite, nous avons vu qu'il y a plusieurs formes de décolonisation. Il y en a qui sont violentes, nécessité des armes, la prise d'armes. Il y en a qui sont pacifiques. Alors, quels sont les exemples de décolonisation, violente ou pacifique ou conflictuelle que vous avez peut-être à partager? Voilà. Des exemples que vous avez partagés? Donc, sur les formes, c'est vraiment très mitigé. Donc, on a tendance à dire que la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, avait donc une décolonisation plus ou moins pacifique. Donc, mais c'était pas vraiment quelque chose de général. Dans la plupart de ces colonies, la décolonisation s'est faite de manière pacifique. On peut prendre l'exemple de l'Inde, par exemple. Donc, dès que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Inde commence vraiment avec des stratégies à réclamer l'indépendance. Donc, l'Angleterre l'a accompagné dans ce processus, sans armes. Donc, à la fin, l'Inde va accéder à l'indépendance, donc en Asie. Donc, en Afrique, d'ailleurs, c'est illustrateur. Donc, le premier pays indépendant en Afrique noire était une colonie britannique, donc à savoir la Gold Coast, donc le Ghana plus tard. Ouais. Donc, le Ghana a eu son indépendance également sans heurts, donc sans violence. Ils ont pu négocier, voilà, négocier vraiment avec un leader comme Kwame Nkrumah. Donc, finalement, le Ghana accède en 1957. Je pense que c'est le cas pour le Sénégal. Voilà, pour le cas, alors que le Sénégal est une colonie française. Donc, c'est très compliqué de dire que l'Angleterre a une méthode, comment on le dit encore, pacifique, alors que la France avait une méthode violente. Vous voyez? Donc, c'est une question très compliquée. Donc, la France, à qui on accusait d'avoir toujours une méthode violente, cela s'est illustré en Algérie ou bien en Indochine. Mais ici au Sénégal, par exemple. Est-ce que c'est pas aussi par rapport au refus catégorique de... Voilà, c'est ça aussi. En Afrique, le cas de l'AOF, l'Afrique occidentale française, mais la plupart des colonies de l'AOF ont accédé, et de l'AF d'ailleurs, Afrique équatoriale française, ont accédé à l'indépendance sans heurts. Donc, sans violence quasiment. Mais l'Algérie, vous voyez, donc une colonie de peuplement. Donc, colonie de peuplement, donc la France avait tendance également à vraiment faire une certaine, comment dirais-je encore, catégorisation des colonies. Donc, l'Algérie, colonie de peuplement, proche de la France, séparée par la Méditerranée. Donc, l'Algérie a eu l'une des décolonisations les plus violentes dans le monde, avec beaucoup de décès. Et même, finalement, ils vont être indépendants bien après les colonies d'Afrique noire. Voilà. 2 ans, 3 ans après, voilà. Donc, sur ce, on a 2 formes de décolonisation, certes, mais vouloir dire que l'Angleterre avait une méthode douce, la France avait une méthode violente. Donc ça, c'est voilà, c'est mitigé, voilà. Peut-être ça dépend des... Voilà, c'est ça. En Indochine, il y a de la violence, avec vraiment parmi les guerres les plus terribles de cette époque, donc Dien Bien Phu. Donc la France a eu même à amener des tirailleurs africains pour leur prêter main forte en Indochine. Même chose également pour l'Algérie, ça a été très violent. Donc, mais ici au Sénégal et en AOF, de manière générale, en AOF, donc c'était une forme quasiment pacifique. Donc on peut dire qu'il y a 2 formes, des formes pacifiques et des formes violentes de la décolonisation.
de la décolonisation. Donc, c'est ce qu'on peut retenir sur les formes, des formes violentes et des formes pacifiques. Voilà. Les formes violentes et les formes pacifiques. Très chers amis téléspectateurs, on revient tout de suite juste après le jingle tout à l'heure. Voilà donc, professeur, l'échange a été très riche. Je pense que nous avons compris maintenant comment ça s'est passé, l'histoire derrière la décolonisation. Mais maintenant, après la décolonisation, quelles ont été les conséquences politiques de la décolonisation? De la décolonisation. C'est important également, c'est une question très importante. Donc, les conséquences politiques, c'est-à-dire surtout le cas de la France pour l'Afrique et du Sénégal. Donc, la France s'était préparée à l'avance sur les conséquences de la décolonisation parce que cela allait avoir un impact considérable sur son économie. Vous voyez? Donc, la France avait, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, initié ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville. Donc, c'était un peu les états généraux de la colonisation. Comment faire pour retenir davantage les colonies sous la domination. Vous voyez? Donc, après, il y aura également la loi cadre. Donc, tout ça, c'est des processus pour mieux retenir les Africains. Donc, vous voyez? Mais en 1960, la plupart des colonies, surtout de l'AOF, Afrique occidentale française, accèdent à l'indépendance. Donc, le Sénégal, c'est en 1960. Bien sûr, avec l'éclatement de la Fédération du Mali. Parce qu'au début, il y avait la Fédération du Mali. Donc, le Soudan français, le Mali actuel, et le Sénégal avaient eu à former une fédération. Mais, par des malentendus, surtout entre Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor, donc il y aura l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc, c'est le début de la balkanisation, du morcellement politique de l'Afrique, ce qui allait davantage arranger à faire les affaires de la France. Vous voyez? Donc, sur le plan politique, la décolonisation a vraiment entraîné une balkanisation du continent africain parce qu'on va passer des fédérations à des micro-États. Et ça, les micro-États ne faisaient qu'affaiblir. Qu'affaiblir davantage les États. Et arranger. Voilà, même s'il y a vraiment des gouvernements, vraiment les Africains vont commencer à former leur premier gouvernement, des présidents, donc premiers ministres, des assemblées. Bon, c'était de belles choses. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, il y a d'autres choses qui se cachent derrière et qui vont vraiment beaucoup impacter l'économie, surtout africaine. Parce que on va, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on va maintenant se retrouver en Afrique de l'Ouest, on va avec 16 États. Vous imaginez? Et c'est compliqué. 16 États, donc en Afrique de l'Ouest. Et chaque État va essayer de avec des problèmes de frontières par-ci. Et les premières guerres vont commencer. Guerre de frontières, conflits d'intérêts, etc. Voilà, entre États africains. Donc, sur le plan politique, la décolonisation va entraîner une balkanisation du continent africain, surtout l'Afrique occidentale française. Et jusqu'à présent, les séquelles nous poursuivent. Guerre par-ci, problème par-là. Voilà, la CEDEAO est illustrateur, vraiment, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Entre Africains, on n'arrive pas à s'entendre. Entre Africains, c'est toujours... Voilà, et à chaque fois, on accuse l'ancienne métropole. Donc, vous voyez. Même s'il n'est pas de... Voilà, donc 60 ans presque, 50 ans, 60 ans presque après les indépendances. Je pense qu'il est temps, qu'il serait temps peut-être de voir une prise de conscience des Africains. L'Union africaine. Aller vers cette Union africaine-là, parce que comme on le dit, c'est l'Union qui fait la force. Mais les grands penseurs africains du 19e siècle, 20e siècle surtout 20e siècle, avaient alerté sur cela. Cheikh Anta Diop avait vraiment incité les Africains, Kwame Nkrumah. Même Sékou Touré qu'on a tendance à vraiment peindre sur un tableau. Voilà, c'était des panafricains ces gens-là. Et même les guides spirituels, voilà, tout ça. Ils avaient vu qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est une fédération des États africains. Et c'est ce qui fera la force, c'est ce qui fera de l'Afrique une mais puissance partout dans le monde d'ailleurs, on tend vers des fédérations. L'Union européenne.
Et on espère, en tout accord cas, de que ce sera libre-échange le cas nord-américain. avec l'Afrique, on espère. On espère. En tout cas, on a parlé tout à l'heure du Sénégal, le cas particulier du Sénégal. On a parlé de la décolonisation en général, puisque c'est l'émission Histoire du Sénégal. On va voir un peu le cas particulier du Sénégal. Qui étaient voilà, les figures clés du mouvement de décolonisation au Sénégal. Donc, au Sénégal, on peut vraiment dire que la décolonisation en Afrique de manière générale a commencé depuis le 19e siècle avec les résistances. Donc, c'était surtout ces gens-là qui étaient les premiers à se lever pour vraiment essayer de déloger l'Europe. Les résistances armées. Donc, la Dior, cas du Sénégal, Sékou Touré, comment dirais-je encore Boursine Kombando. Pas Sékou Touré, mais l'Almami. Bon, en tant qu'historien, son nom m'échappe. Donc, Touré. Donc, vraiment, il y avait également les résistants culturels. Donc, les résistants culturels et les résistances populaires. Mais donc, il y avait El Hadj Omar Foutiyou ou bien El Hadj Omar Foutiyou, voilà, sur le cas du Sénégal. Donc, vraiment, tous ces gens-là étaient les précurseurs de ce qu'on appelle la décolonisation. Mais par des manques de moyens et de manque de coordination, donc, ces résistants seront pour la plupart vaincus. Même si les résistances culturelles ont vraiment eu des résultats un peu satisfaisants, mais la plupart des résistants armés ont été vaincus. Donc, le processus va s'enclencher encore à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ici au Sénégal, on cite surtout Lamine Gueye, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Donc, parce que c'était eux vraiment les gens qui incarnaient la politique au Sénégal, surtout dans les 4 communes, Dakar, Saint-Louis, Gorée, Rufisque. C'était dans ces zones-là que vraiment des mouvements syndicaux, des mouvements politiques vont naître pour vraiment faire passer le Sénégal de la domination coloniale à l'indépendance. Donc, vous voyez un peu. Donc, on a tendance à citer Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Lamine Gueye, qui ont joué vraiment des rôles très importants, mais aussi on peut citer des syndicalistes, Ibrahima Sarr, que beaucoup de Sénégalais tendance à oublier également, qui a joué également un rôle très important sur le plan syndical. Donc, ces gens-là, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup participé à la décolonisation du Sénégal. Voilà. Des gens qui ont contribué, qui se sont donnés, en tout cas, cœurs et âmes, sans et sueur, pour le Sénégal qu'on a aujourd'hui, un Sénégal libre. Et je pense que le combat continue toujours avec cette nouvelle génération. Et c'est ça. Voilà, l'objectif quand même, Inch'Allah, nous prions pour que l'objectif soit atteint à 100%. Alors, le Sénégal, comment le Sénégal a-t-il géré la transition vers l'indépendance? Voilà, donc, c'était vraiment une décolonisation très pacifique, le cas du Sénégal. Parce qu'après l'éclatement du Mali, de la Fédération du Mali, donc le Sénégal accède à l'indépendance qui est célébrée aujourd'hui le 4 avril 1960. Donc le cas du Sénégal, vraiment, il n'y avait pas de violence. Donc le général de Gaulle a même passé ici, au Sénégal, faire un discours, vraiment les porteurs de pancartes, voilà, tout cela. Donc, mais au Sénégal, vraiment, la décolonisation s'est faite de manière pacifique, donc sans heurts, sans violence. Donc, je pense même que c'est cela qui va nous aider vraiment dans le futur, parce que nous faisons partie des rares États à ne pas connaître les coups d'État. Historiquement, le Sénégal est un pays pacifique, stable. Donc, je pense que c'est un peu des héritages vraiment qui nous viennent de la décolonisation. Parce que la plupart des États qui ont connu des décolonisations violentes ou bien mal arrangées, cela les a rattrapés plus tard avec des coups d'État, bien des guerres civiles. Mais ici, vraiment, au Sénégal, jusqu'aux dernières élections, donc on a eu à le gérer de manière vraiment pacifique. Avec tout cela. Donc, voilà. Mais plus de peur à chaque fois, les Sénégalais arrivent à s'en sortir parce qu'il y a
partie de l'héritage de la décolonisation, donc de manière très pacifique, qui nous poursuit jusqu'à présent. Donc le Sénégal également, faut pas oublier que a été capitale de l'Afrique occidentale française. Les premières écoles françaises, les premiers intellectuels ont été formés ici, les premiers intellectuels de la sous-région. Donc le Sénégal, vraiment, c'est un pays qui était vraiment en avance sur certaines questions par rapport aux autres pays. Et vraiment, jusqu'à présent, le Sénégal est jugé comme pays vraiment stable, pays modèle, pays démocratique. Donc tout cela, vraiment, nous le devons en partie à notre processus de décolonisation. Et je pense sur ce processus aussi, au-delà des résistants armés, il y a eu nos guides religieux qui ont beaucoup contribué de façon pacifique. Donc ici, on peut prendre l'exemple d'Ahmadou Bamba, par exemple, qui vraiment, malgré toutes ces accusations, donc l'exil au Gabon, tout cela, vraiment a su pardonner à la fin. Supporter, patienter, accepter, voilà. Donc tout cela, c'est des enseignements. Et aujourd'hui, c'est l'un des modèles. Je pense qu'il faut prêter davantage d'attention au Sénégal. Donc parce que avant, tout pays de développement repose d'abord sur l'entente, le dialogue, donc la négociation, la diplomatie. Donc la diplomatie mouride vraiment, c'est une diplomatie vraiment qu'il faut prêter attention davantage. Et cette chance-là, le Sénégal l'a eu avec Ahmadou Bamba, avec Imam El Hadj Malick, donc c'était des diplomates qui étaient là, qui ont su gérer. Donc El Hadj Malick qui était là, a su vraiment s'est installé à Saint-Louis, qui était l'une des 4 communes du Sénégal. Il a eu à cohabiter avec les Français, mais sans problème. Et pourtant, il a eu à dérouler son programme religieux avec des mosquées, des zawiyas, etc., sans problème. Par la suite, il s'est installé également à Rufisque. Il y a également jusqu'à présent zawiya de Dakar, zawiya au cœur de la capitale de l'AOF. Alors, il n'a jamais eu de problème avec les Français. Donc, je pense que ces modèles-là doivent être vraiment pris en compte dans le programme éducatif sénégalais. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est ceux qui sortent des daras. Ils ont tendance vraiment à être, même pas discipline, mais à être plus entreprenant. Bon, je ne sais pas. Non, c'est la formation, c'est la discipline. Qu'est-ce qui explique cela? Nous, sortant des écoles françaises, on a tendance à réclamer un travail à l'État, vraiment. Alors que ceux qui sortent des daras, dès qu'ils arrivent, ils ont tendance à se débrouiller petit à petit jusqu'à mettre en place quelque chose. Je pense que ça également, il faut essayer de prendre des parts de la formation des daras pour vraiment l'intégrer dans notre système éducatif. Parce que très tôt, on te responsabilise. Hein. Tu vois pas papa, tu ne vois pas maman. Je pense si tu veux manger, il faut travailler très tôt. C'est une formation très bénéfique pour la personne, en fait. Pour anecdote, il y a quelqu'un qui était TSE, je ne sais pas TSE, qu'est-ce que cela signifie, mais c'était une structure vraiment qui s'activait dans les tracteurs et autres. Donc il y a un gars qui est formé, mais dans la théorie, comment monter les tracteurs. Donc des tracteurs il y a des tracteurs qu'il faut vraiment assembler dans les daras de Khelcom. Le gars a passé beaucoup de temps, mais il n'arrive pas à vraiment faire le mais on a appelé un dongo dara qui arrive vraiment, il monte tout ça. Gère tout. Et alors qu'il n'a jamais été formé de manière théorique. Mais dans la pratique, très tôt, on l'a montré comment assembler les tracteurs, etc. Mais je pense que notre modèle éducatif, hérité de la colonisation d'ailleurs, au Sénégal ici, est à revoir. Franchement, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les sur les classes 6e, l'école élémentaire 6 ans, donc au collège 4 ans, à l'université avant d'avoir une maîtrise 5 ans, et métier. Voilà, et au sortir, vraiment. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Je peux réciter des leçons. Sinon, organiser des grèves. C'est compliqué. C'est ça, hein, vraiment. C'est compliqué. Un modèle à revoir. À revoir, parce qu'on l'a hérité également de la colonisation. Tous les pays du monde actuel tendent vers des formations beaucoup plus pratiques. Vraiment. Le verbe, c'est important, certes. Mais je pense qu'il faut davantage l'associer à l'action pour s'en sortir. Effectivement. En tout cas, professeur, c'était très riche en échange. Vraiment, le temps, voilà, j'aurais aimé être là jusqu'à demain. Mais bon, on va très rapidement essayer de voir.
On va très rapidement essayer de conclure. Hein? Donc, mais bien avant, la décolonisation a-t-elle affecté la structure? Bon, on a parlé de cette la structure politique. La structure politique, voilà. Mais surtout également la décolonisation a impacté, la colonisation du moins a impacté la structure sociale de l'Afrique et du Sénégal. On voit, les sociétés ont été complètement désarticulées. Donc, il y a un ouvrage très important, Le Soleil des Indépendances, donc de Ahmadou Kourouma. Mais vraiment, c'est un livre extrêmement important qui explique comment la colonisation a vraiment désarticulé les sociétés africaines. Donc, à la fin de la colonisation, donc également, cela nous poursuit jusqu'à présent. Donc, il faut vraiment revoir le modèle social africain parce que nos textes de loi et nos orientations, pour la plupart, ont été tirés des textes français. Donc, des textes français. Le danger, là, donc, voilà. Alors qu'il y a une différence culturelle énorme entre les deux sociétés. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus endogène. Donc, beaucoup plus endogène, en tenant compte de nos réalités culturelles et vraiment de nos réalités sociales. De nos racines. De nos racines, surtout, voilà. Surtout. D'accord. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un combat de beaucoup de gens. On l'a dit tout à l'heure, chez Anta Diop, on l'a dit, il y a eu les écrivains qui ont joué leur rôle. Et ils ont été nombreux, tous ces hommes et femmes qui se sont donnés, en tout cas, cœurs et âmes pour l'Afrique, pour la décolonisation, pour une Afrique indépendante, une Afrique où règne la paix, la joie, le développement aussi. Alors, en somme, en conclusion, aujourd'hui, si nous devions tirer des leçons, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la décolonisation en Afrique? Donc, les leçons qu'on peut tirer de la décolonisation, c'est que les Africains, vraiment, ont tendance aujourd'hui à vouloir aller de l'avant. Donc, il y a une jeunesse décomplexée qui est là. Vraiment, je pense qu'il a bien exploité les échecs au début de la décolonisation. Parce qu'il y avait une décolonisation, certes, mais c'était une décolonisation arrangée. Donc, par la suite, le franc CFA, des accords par-ci, des contrats par-là. Vous voyez? Donc, les anciennes colonies, les anciennes métropoles étaient toujours au cœur des États africains, surtout l'Afrique occidentale française. Donc, mais aujourd'hui, cette jeunesse africaine, cette jeunesse ouest-africaine, donc cette jeunesse sénégalaise, surtout sénégalaise, a tendance vraiment, ici il y a des mouvements qui naissent, on pense à Frappe, France Dégage, voilà, donc des gens qui, Kimi Seba, donc qui dénoncent le franc CFA par ici, Nathalie Yamb, donc c'est des gens vraiment qu'il faut encourager, mais je pense qu'il nous faut des écoles, ou bien au niveau des universités, comment tirer des leçons davantage du colonialisme. Comment faire vraiment pour un peu tirer des modèles asiatiques qui, après la décolonisation, mais vraiment s'est mis sur un très bon chemin. Aujourd'hui, les États asiatiques rivalisent avec les États européens qui étaient également les anciennes métropoles. Donc pourquoi pas l'Afrique? Et souvent, ces États-là ont un mix de ce qui est positif de la colonisation et ce qui peut aller avec leur culture. Comme le dit Léopold, c'est un mal nécessaire. Donc, tirer voilà. ce qui est bon et puis donc, avancer. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il nous faut vraiment tirer davantage des échecs, des débuts de la décolonisation. Comment faire vraiment pour aller de l'avant, pour accélérer le pas, parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Donc, la colonisation avait tendance à exploiter nos matières premières pour amener les transformer chez eux. Jusqu'à présent, ce problème persiste. Mais nous pensons que avec surtout ce régime de jeunes au Sénégal, on a de l'espoir, qui sont panafricains aussi, voilà, qui sont africains jusqu'aux gencives. On va dire, aujourd'hui, on sent, peut-être comme vous l'avez bien dit, une génération qui est beaucoup plus décomplexée, voilà, une génération qui valorise beaucoup plus l'Afrique, l'africanité. Et justement, si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à ces futures générations, à cette nouvelle génération panafricaine,
quel serait le conseil, quel est le message, hein, on va conclure avec ça, le message que vous voulez donner à ces jeunes-là, à tous ceux qui sont en train de suivre l'émission Histoire du Sénégal? Donc, je pense que à ce monde moderne, le plus important, c'est le savoir, des connaissances. Donc, il faut que les jeunes africains pensent à se former davantage. Il nous faut des formations en adéquat avec notre réalité économique, culturelle, politique, sociale. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a l'immigration qui est là. Parfois, je tombe sur des débats. Je dis aux gens que les jeunes, en réalité, ils ne font que suivre nos matières premières. Est-ce que vous comprenez? Donc, les matières premières qui sont exploitées ici en Afrique, on les met dans des bateaux qui passent dans l'océan Atlantique pour aller vers les anciennes métropoles. Mais les jeunes ne font que ça. En réalité, ils suivent les matières premières. Parce que la transformation des matières premières dans les métropoles entraîne comment dirais-je encore, peut donner du travail. Du travail, effectivement. Vous voyez? Donc, cette transformation a besoin de main-d'œuvre. Donc, les jeunes pensent qu'une fois là-bas, ils trouvent facilement du travail. Donc, il faut penser maintenant fuite de cerveau. Et fuite de cerveau, non seulement, mais également, comme le dit Fatou Diom, l'écrivain, vente de l'Atlantique qui engloutit davantage de jeunes. Et ça, c'est écœurant. Vraiment, ça fait très mal de se réveiller, donc d'écouter dans les radios, dans les télévisions, des pirogues qui ont chaviré par là, il y a tant de pertes. Mais cela fait extrêmement mal. Vous voyez, est-ce que? Donc, il faut qu'on essaye de retenir nos matières premières par des formations extrêmement pointues pour nos jeunes. L'industrialisation de l'économie, former davantage d'ingénieurs, des entrepreneurs, donc pour que les jeunes puissent rester ici, gérer nos propres affaires. Et ça, c'est très... Pour le faire, il faut des connaissances. On ne peut pas le faire avec... pour ça, le professeur Serigne Gueye Diop, docteur Serigne Gueye Diop, il a quand même su transformer Sandiara, l'actuel ministre de l'Industrie, et qui promet qu'il, je suis sûr, fera un travail exceptionnel parce que c'est un domaine qu'il maîtrise. C'est ça. Donc, il faut vraiment que les jeunes se forment davantage. Et nous prions vraiment, nous sollicitons, moi qui est acteur de l'éducation, professeur de surcroît, donc nous demandons à ce nouveau gouvernement de penser davantage à l'école. Donc l'école, rien ne peut se faire ici en termes de développement sans école de qualité. C'est l'éducation. Voilà, donc et pour une éducation de qualité, le premier entrant, ce sont les formateurs de qualité. Donc il faut penser à l'école, des structures de qualité, donc des infrastructures de qualité du moyen, des professeurs de qualité, des formations de qualité, et bientôt, vraiment, les choses vont changer. Mais on ne peut pas vraiment faire un développement sans le nivellement à la base. Effectivement. Donc, il faut vraiment poser des fondamentaux solides pour que les jeunes puissent s'y appuyer, pour qu'on puisse ensemble, par le savoir, les connaissances, transformer notre pays, le Sénégal, et de manière générale, l'Afrique. Un message très fort, un message très pertinent, très poignant. L'éducation d'abord, encore et avant tout, parce que voilà, les grands penseurs l'ont dit, Cheikh Anta Diop l'a dit, c'est l'éducation. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Madiba l'a dit, Nelson Mandela, seule l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et beaucoup d'autres penseurs l'ont dit. Donc, je pense que sur ce point-là, avec ce nouveau gouvernement qui a quand même d'excellents ministres qui connaissent le terrain, on espère que l'éducation sera renforcée. Mais quand on parle d'éducation, c'est promouvoir, encourager et accompagner des structures telles que la télé-école, qui est une télé 100% éducative, qui est une télé qui est là pour promouvoir l'éducation, l'enseignement, parce que tout simplement, rien ne se fera sans une éducation de qualité, sans une jeunesse avec des compétences et des connaissances. Très chers amis téléspectateurs de la télé-école, voilà, nous sommes au terme de cette émission Histoire du Sénégal. J'ai le plaisir de partager ce plateau avec le professeur Babou de Sem Diamaguène Ndiogou Babou. Professeur, votre mot de la fin. Voilà, remercier vraiment encore une fois la télé-école
et vous encourager également. Vous faites un excellent travail. Donc, de passage, nous saluons également toute la population de Diamaguène Sicap Mbao, ma commune très chère, mais également les collègues du SEM Diamaguène Sicap Mbao et dans toutes les écoles où j'interviens. Donc, je ne peux pas vraiment citer les uns et ne pas citer les autres. Voilà, donc c'est ça. Mais à travers cette émission, donc toutes mes salutations à tous les collègues et également à toute la population de Diamaguène Sicap Mbao, surtout. Merci beaucoup encore une fois, M. Mbalo. C'était un plaisir vraiment de vous avoir rencontré ici. Vous faites un excellent travail. Vous faites également la fierté du SEM Diamaguène. Et de passage également, nous avions eu à partager les mêmes professeurs, à savoir M. Diallo, qui également a été mon professeur d'histoire et de géographie également. Moi, je sers dans un établissement où j'ai été élève également. Machallah. Donc, salutations à tous les collègues du SEM Diamaguène et plus particulièrement à la cellule d'histoire et de géographie. Voilà. Monsieur Diallo, c'est le premier qui m'a donné un micro devant un public, il me dit, vas-y, tu peux le faire. Donc, si aujourd'hui j'ai la passion pour l'art oratoire, la prise de parole en public, Monsieur Diallo a joué un très grand rôle sur ça. Il a aidé beaucoup de gens aujourd'hui, notre génération, les Jojo Meng, Ousmane, les Pathé, il nous a vraiment accompagnés. Donc, merci beaucoup pour ce magnifique travail, professeur, cher mentor, monsieur Diallo, très cher ami téléspectateur. Avant de conclure, c'était le résistant dont le nom m'a échappé aujourd'hui, c'était l'Almami Samori Touré. Voilà. D'accord, Samori Touré également, qui faisait partie vraiment l'un des plus grands résistants de l'Afrique de l'Ouest également. Voilà. D'accord. C'est des choses, parfois la mémoire nous trahit. Parfois la mémoire nous trahit. Donc, très chers amis, si vous voulez en tout cas suivre tout simplement, je vais m'adresser aux élèves. Si vous voulez suivre l'émission Histoire du Sénégal, eh bien, vous pouvez suivre Télé-École sur la TNT, Canal 20, Canal Plus Afrique, code 225, ou bien sur TV Orange, Canal 44, ou sur tout simplement la chaîne YouTube. Et ça, c'est pour tous les téléspectateurs, l'ensemble des téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et restez connectés au programme de la télé-école parce que c'est des programmes qui sont bénéfiques et qui ne font que parler d'éducation, d'enseignement, de formation. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous très prochainement sur notre émission d'Histoire du Sénégal. Merci beaucoup et bien des choses à vous.